Eh bien, bonjour à tous, nous voici réunis pour un regard croisé d'une trentaine de minutes sur la thématique de la nouvelle guerre des talents. Et j'ai l'honneur de pouvoir interviewer aujourd'hui 3 DRH qui ont la particularité de travailler dans 3 types d'industries différentes, ce qui est extrêmement intéressant pour l'exercice du jour. Alors, me concernant, je suis Corinne Bidalier, je suis en charge de la filiale française de Cornerstone, la France représentant notre 2e marché mondial. Alors, nous servons 75 millions d'utilisateurs dans 180 pays, avec nos solutions de recrutement, formation, contenu de formation et tout ce qui tourne autour de la gestion des carrières, des compétences, des plans de succession et de la mobilité. Alors, un certain nombre d'experts s'accordent à dire que d'ici 2025, 85 millions de postes vont disparaître en raison de la mondialisation, de la robotisation, de la digitalisation, mais qu'en même temps, 97 millions de nouveaux postes vont être créés. Alors c'est un vrai enjeu sociétal et économique, notamment au niveau de l'upskilling et du reskilling. Et dans ce contexte, nos clients nous demandent de les aider à trouver des solutions dans 4 domaines. Premièrement, c'est être en mesure d'identifier les compétences des salariés de façon simple, rapide, ce que bien sûr la GPEC traditionnelle ne permet pas. Deuxièmement, c'est via la formation d'être en mesure de développer les compétences des salariés, mais non seulement les compétences qu'ils ont actuellement, mais également les compétences du futur qui vont être nécessaires pour la transformation de l'entreprise. Troisièmement, c'est mettre à disposition des salariés des contenus de formation, mais qui soient étiquetés avec les compétences que la formation permet d'acquérir. Et puis enfin, c'est tout ce qui tourne autour des plans de carrière, des plans de développement, pour fidéliser bien sûr les meilleurs collaborateurs. Alors tout ça est assez complexe. La bonne nouvelle, c'est que c'est possible grâce aux nouvelles technologies et notamment grâce à l'intelligence artificielle dans laquelle Cornerstone a beaucoup investi ces dernières années. Donc la guerre des talents, un vrai sujet pour Cornerstone parce que c'est un vrai sujet pour nos clients. Et je leur passe la parole tout de suite pour qu'ils nous fassent part de leur retour d'expérience. Sophie, je vais commencer par vous. Alors Sophie, vous êtes la DRH du groupe Nexity. Nexity est le leader français de la promotion et des services immobiliers avec 8500 salariés et dont le métier va bien au-delà quand même de la solution immobilière. Donc dans le contexte actuel, quelle place la guerre des talents occupe-t-elle dans la stratégie du groupe ? Alors, déjà bonjour à tous, je suis ravie d'être là parmi vous aujourd'hui. Chez Nexity, effectivement, Corinne, 8500 collaborateurs avec des métiers extrêmement variés. On parle de 200 métiers à peu près et surtout, on recrute environ 2000 collaborateurs par an. Tout confondu, tout type de contrat, des CDI bien sûr en grande majorité, mais aussi des jeunes, environ 700 jeunes en alternance ou stagiaires. Et comme tout le monde, on sait qu'aujourd'hui, on traverse une crise des talents et c'est difficile. Le recrutement devient de plus en plus difficile. Ce que l'on faisait il y a quelques années de façon assez naturelle, quand on est un leader dans son secteur, les gens spontanément, les futurs candidats, étaient intéressés. Ce qui est moins spontanément le cas. Il faut aller les chercher, donc il faut leur donner envie de nous rejoindre. On est en train de retravailler notre marque employeur, évidemment. Et puis, c'est une palette de métiers chez Nexity, c'est-à-dire que, bien sûr, vous l'avez dit, les métiers de la promotion historique, on fait des programmes immobiliers pour les particuliers, pour les entreprises, mais aussi des métiers de service. Alors, on connaît toutes les agences Nexity, où on fait pour l'entreprise, pour le particulier. Et puis, de nouveaux métiers comme du coworking, comme des métiers de conciergerie d'entreprise. Donc, c'est réussir finalement à donner envie à un certain nombre de futurs collaborateurs, de candidats, de nous reconnaître sur le marché sur lequel nous sommes, de venir nous rejoindre. Et chez Nexity, en fait, on n'a rien d'autre que nos collaborateurs. On n'est pas propriétaire de nos murs, de nos immeubles. Nous, on ne dépose pas de brevets. Et donc, vraiment, nos talents, c'est notre richesse, notre première richesse. Donc, c'est fondamental et crucial de l'attirer et ensuite de la conserver. Parce que, évidemment, le deuxième versant de cette difficulté, c'est une fois qu'on a attiré les collaborateurs chez nous, comment fait-on pour leur donner envie de rester ? Donc ça, on a mis en place un certain nombre de mesures. Évidemment, on a travaillé un dispositif d'onboarding nouveau, digitalisé, qui nous permet d'intégrer des collaborateurs avant même qu'ils aient mis le pied chez nous. Donc ça leur permet de découvrir l'entreprise, de venir. Aujourd'hui, ce qui n'arrivait très peu il y a quelques années, on a parfois des collaborateurs qui s'engagent, futurs collaborateurs qui s'engagent,
et qui ne viennent pas. Hein, donc aujourd'hui, c'est de se dire finalement, il faut les accrocher très en amont, leur donner envie de venir, leur montrer tout ce qu'on est capable de faire, quelles possibilités de carrière on va leur offrir. Un candidat, quand il rentre dans le groupe Nexity, il rentre avec l'image qu'il s'en fait, et puis très vite, il va être dans une entité de l'entreprise, dans une équipe, et c'est lui dire que finalement, sa carrière ne s'arrête pas là, on va lui donner le temps de se développer, et puis très vite, lui donner la possibilité de se projeter. Et je crois que c'est ça qui est l'essentiel, c'est la capacité de faire une belle carrière dans un groupe, avec différents métiers s'il le souhaite. Jean-Yves. Jean-Yves, vous êtes le DRH du groupe STEF. Le groupe STEF, c'est 19 000 salariés. Vous êtes le leader européen de la logistique et du transport sous température dirigée. Alors, vous faites face à des enjeux et des spécificités liées à un métier qui, on va dire, n'a pas une attractivité naturelle. Quels sont les effets de levier sur lesquels vous travaillez ? Bonjour à tous et merci Corinne. Je crois que les premières bases, vous les avez posées dans l'introduction, c'est qu'on est à la fois on est leader, on se développe dans un métier peu attractif et dans des conditions de travail qui ne sont pas faciles puisque nous travaillons au froid, donc au surgelé ou au maximum à 4 degrés. Et dans un métier spécifique, c'est-à-dire que c'est chez nous, c'est au contact des différents collaborateurs que les nouveaux entrants finalement acquièrent leur métier, acquièrent des réflexes aussi bien techniques que managériaux, sachant que ce qu'on cherche en priorité chez nos managers sont véritablement des compétences, des soft skills comme on dit aujourd'hui, beaucoup plus qu'une partie technique. Fait nouveau depuis la période de reprise post-Covid, c'est on est véritablement confronté à une difficulté très inédite de recrutement de main-d'œuvre ouvrière. Alors, on connaissait, et la presse en était fait largement l'écho, des difficultés de recrutement du métier de conduite. Mais aujourd'hui, c'est plus seulement le métier de conduite, c'est aussi le métier de manutentionnaire. Ce sont des métiers finalement auquel, dans l'entreprise, on s'était habitué finalement à recruter très facilement parce que taux de chômage, que ce soit en France ou dans les autres pays, et donc une disponibilité assez importante. Et en très peu de temps, finalement, le paradigme s'est complètement inversé. C'est-à-dire que ce qu'on avait l'habitude d'imaginer pour les populations plutôt d'encadrement, en disant, bon, il faut... la pyramide s'est inversée, comment attire-t-on ? La question se pose également aujourd'hui sur des métiers extrêmement... je ne vais pas dire basiques, mais des métiers simples, en tout cas de moindre qualification, et qui sont devenus tout autant stratégiques parce qu'ils sont clés pour notre développement. Et ça veut dire que finalement, dans cette notion de guerre des talents, souvent, naturellement, on se pose la question de, bon, alors là, comment j'attire ? Et on se tourne vers l'extérieur. Mais l'analyse qu'on fait, c'est que fondamentalement, le sujet, il est chez nous. C'est-à-dire que comment... et ça a été très bien dit, on attire certes, mais surtout on garde. On voit bien que chez nous, à date, on arrive encore à recruter. En revanche, le taux de départ après recrutement, il est infiniment trop important. Et ça, c'est une problématique inédite. Et sans doute parce que on est leader, on s'est développé. C'était assez naturel chez nous d'imaginer, bon, quand même, il rentre chez Steph. Alors, on n'est pas connu en dehors du transport de la logistique, mais on est quand même connu dans le secteur. Bon, bah, donc, il n'y aura pas de souci. C'est quand même déjà bien qu'il entre chez nous. Je suis un peu caricatural, mais ça dépeint quand même l'image. Et c'est terminé, ça. Et sur des emplois où on pouvait se dire, bon, le problème, il n'est pas là, il y a des sujets d'intégration, il y a des sujets d'ouverture de perspective, il y a des sujets d'ouverture du marché du travail interne, parce que notre paradoxe, c'est que chez nous, on peut entrer sans diplôme, et on peut avoir une très très belle carrière. Avec peut-être simplement un poids managérial. Chez nous, on a un poids managérial très fort. C'est-à-dire que le manager a vraiment du pouvoir. C'est très efficace d'ailleurs parce que ça veut dire que la problématique RH, elle n'est pas centrée sur la DRH. Et ça donne de la dynamique. Le revers, c'est qu'un collaborateur, il va être très dépendant finalement peut-être du réseau de son manager, du pouvoir de son manager, de son appétence à le libérer, à lui donner des perspectives. Et c'est là-dessus, de manière un peu sophistiquée, on dit qu'on veut décloisonner le marché du travail interne, mais c'est un vrai sujet chez nous. Et en fait, dans cette guerre des talents, la problématique, on se rend compte à quel point elle est évidemment à l'extérieur. Il faut qu'on soit plus connu, il faut qu'on soit plus reconnu. Mais elle est majoritairement dans nos représentations et dans nos modèles de management, en fait.
Alors Sylvain, vous êtes le DRH du groupe Beaumanoir. Beaumanoir, c'est 13 000 collaborateurs. C'est le leader de la mode, accessible dans 2500 points de vente, et bien sûr via le web également. Vous êtes en très très forte croissance et vous opérez sur un marché de l'emploi également particulièrement tendu. Eh bien, que représente la guerre des talents chez Beaumanoir? Bonjour à tous, c'est un élément essentiel. On est la première valeur ajoutée de l'entreprise, c'est effectivement les femmes et les hommes qui la composent. Globalement, je rejoins mes petits camarades sur le constat. On a la même difficulté et les mêmes enjeux. Les enjeux, ils sont doubles. Le premier, c'est dans un marché compliqué en termes de recrutement, on a un nombre de postes ouverts absolument faramineux, avec beaucoup de difficultés à recruter. Et en parallèle, on a la nécessité de faire très attention à nos compétences internes qui font grandir l'entreprise. Et donc, du coup, on doit mettre des moyens et des forces pour attirer, travailler notre image employeur et faire en sorte que notre secteur d'activité soit plus attractif. Nos postes en magasin sont des postes qui ont une certaine pénibilité, qui demandent, qui exigent la nécessité de travailler le samedi, travailler le dimanche, de travailler parfois tard. Et donc, du coup, l'attractivité n'est pas toujours au rendez-vous, avec des salaires qui sont assez modestes. Et ça, c'est pour le volet externe, donc c'est compliqué de pouvoir attirer. C'est assez nouveau en magasin. Auparavant, on avait beaucoup plus de facilité à pourvoir nos postes. Et puis, en parallèle, on a un marché du travail qui est extrêmement dynamique. On est une entreprise très jeune, avec 33 ans de moyenne d'âge, et donc des collaborateurs qui sont amenés à bouger, à changer de perspective. Et donc, on doit construire des parcours pour pouvoir donner de la perspective, donner envie de s'inscrire dans la durée dans l'entreprise. Et c'est un des enjeux fondamentaux pour nous en termes de développement. On a doublé nos effectifs en l'espace de 4 ans. Et on est parfois freiné en termes de développement économique parce qu'on n'a pas les bonnes ressources, ou en tout cas on n'a pas suffisamment de ressources. C'est quelque chose qui est assez nouveau, qui depuis 1 ou 2 ans, et il est nécessaire que l'on travaille vraiment ces deux volets, pour moi, avec le même pied d'égalité. Je conserve mes collaborateurs et mes talents quand ils sont présents dans l'entreprise, et donc je dois faire en sorte de mettre tout en œuvre pour les conserver, et en même temps travailler notre image employeur et travailler notre capacité à recruter et à intégrer bon nombre de collaborateurs. Un alignement absolu de vous trois sur le constat. Sophie, vous avez commencé à ébaucher quelques solutions. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de ce que vous avez mis en place ou ce que vous souhaitez mettre en place dans le contexte que vous avez décrit? Oui, alors effectivement, je pense que l'urgence et la nécessité absolue que l'on a, c'est de s'adapter aux besoins finalement des candidats et des collaborateurs. Donc la première chose qui me semble fondamentale, c'est la formation. Je pense que voilà, il est de notre responsabilité d'employeur de former, de développer les compétences de nos collaborateurs, qu'elles soient sur leur métier pour les renforcer, mais également sur les soft skills. Donc on a développé, on a créé la Cité chez Nexity, qui est notre centre de développement des compétences, qui permet, donc on dépense beaucoup d'argent, beaucoup de moyens en formation, je pense que c'est essentiel. On a créé également un CFA, c'est le premier de l'immobilier, hein, les apprentis de l'immobilier, en se disant finalement, est-ce qu'on n'est pas mieux armé, est-ce qu'il n'est pas utile que l'on forme nous-mêmes nos futurs collaborateurs et donc nos jeunes à nos besoins futurs dans nos métiers. Et donc ça nous permet, d'être utile à la société et remplir notre engagement auprès des jeunes, de les intégrer directement dans notre CFA et puis se dire finalement derrière, on leur offre la perspective d'être embauchés directement. Donc ça, c'est pour les futurs, les jeunes qui rencontrent aussi des difficultés suite à la crise sanitaire. Et puis, y compris nos collaborateurs, que ce soit en formation managériale, en soft skills, on fait beaucoup en matière de formation. Après, je pense que le deuxième enjeu, c'est la flexibilité et l'agilité. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun tabou. N'importe quel candidat va nous poser la question en entretien, savoir est-ce qu'on fait du télétravail, est-ce que... voilà. Donc, c'est une réalité. Donc, on a mis en place 2 jours de télétravail sur la base du volontariat. Je crois qu'aujourd'hui, en tout cas dans notre secteur, je sais que ce n'est pas toujours transférable, certains de nos métiers s'y prêtent assez peu, mais quand c'est possible, on offre cette perspective. Et c'est vrai que se dire finalement, les questions de qualité de vie au travail, d'équilibre vie familiale et puis professionnelle,
sont vraiment de plus en plus prégnantes dans nos métiers et je crois que c'est un facteur finalement aussi important pour pouvoir les attirer. Et puis, autre disposition, on en a aussi beaucoup parlé, c'est offrir des parcours de carrière, renforcer la mobilité, faire en sorte que ça soit perçu de façon positive par nos collaborateurs et par les managers. Parce qu'il ne suffit pas d'en parler, mais c'est vrai quand on a un bon, et on est tous pareils, un bon collaborateur qu'on a formé, on n'a pas toujours envie de le laisser partir et se dire que finalement il est préférable qu'il parte, qu'il évolue dans l'entreprise plutôt qu'il parte à la concurrence. Parce que c'est une vraie difficulté. Et puis peut-être un axe qui est vraiment important, qui donne du sens, c'est de se dire comment est engagée l'entreprise, quel sens on donne à notre métier, comment on est engagé dans la société qui nous entoure. Donc ça veut dire tous les sujets en matière d'inclusion, de diversité, quelle politique on affiche dans ces domaines, est-ce qu'on est engagé aussi en matière de RSE. Aujourd'hui, ça va devenir, je pense, quelque chose qui est à la fois un moyen d'attirer des talents et puis rendre vraiment et développer la fierté de nos collaborateurs. Et aujourd'hui, c'est vraiment un sentiment de fierté. Et donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on développe à la fois, je dirais, toutes ces facettes, ce qui n'est pas facile, mais je crois que c'est inévitable. Jean-Yves, dans vos enjeux de transformation, la guerre des talents a une vraie place. Sur quoi les shifts mentaux doivent-ils se faire, d'après vous ? Ils doivent se faire, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, sur le fait de bien se pénétrer de l'idée que il suffit pas d'entrer chez Steph et puis voilà, le travail est fait. Et puis la personne va s'intégrer au corps social et puis ça y est, j'ai fait mon boulot, j'allais dire, d'embauche en tant que manager. Non, c'est beaucoup plus profond et c'est beaucoup plus long que ça. D'abord, et ça a été dit, c'est aller plus, c'est d'aller chercher les collaborateurs. On a également monté on a une école de conduite. On est en train de construire une école pour les métiers de manutention également. Et c'est intéressant parce que c'est quelque chose auquel on se serait jamais posé la question il y a quelques années. On travaille évidemment nos programmes d'intégration et puis derrière, c'est de montrer ce qu'on est capable d'offrir. Parce qu'encore une fois, on fait partie de ces secteurs qui sont encore pionniers et où quelqu'un qui n'a peut-être pas eu la chance d'aller à l'école, d'avoir un diplôme, a de véritables perspectives de carrière. Le quart de nos directeurs de sites sont autodidactes. C'est extrêmement important et surtout on veut le conserver. Donc, alors on apporte, mais ça on le faisait déjà avant, mais il va falloir qu'on le relance, des formations, ce qu'on appelle aux savoirs fondamentaux pour cultiver, pour cultiver l'employabilité. Et puis, encore une fois, on se pose la question également de nos conditions de travail, parce qu'on est un métier dit pénible, on travaille au froid, on fait de la manutention. Donc il faut qu'on allège nos conditions de travail. C'est quelque chose qu'on n'a sans doute pas assez adressé par le passé, et là c'est devenu une de nos priorités. On est présent dans les problématiques de la société civile. On est un métier éminemment masculin, transport et logistique. On a lancé un programme qu'on appelle Mix-Up, c'est-à-dire d'égalité professionnelle et de mixité. Dans le transport et la logistique, ça n'est pas un vain mot. On se donne le temps parce qu'on ne veut pas simplement agiter des grands drapeaux marketing. On veut vraiment transformer la culture de travail, travailler sur le fond, et ça veut dire les réflexes managériaux. Ça veut dire aussi, et je reviens sur les conditions de travail, être capable de modifier nos rythmes de travail. Ça, je peux vous dire que c'est vraiment des gros shifts mentaux. De dire que peut-être que la semaine de 4 jours, on considérait que ce n'était pas possible, mais je parle en production, en exploitation, je ne parle pas dans les fonctions support. Peut-être que quand même ça se teste, et on est effectivement en train de le tester. Et puis on valorise des éléments qui parfois se paraissent évidents pour nous. On a une politique d'actionnariat salarié extrêmement forte, puisque les deux tiers des collaborateurs détiennent 18% du capital. Donc on est la 3e capitalisation boursière à Paris dans ce cas-là. Donc on le valorise également parce que ça veut dire que ça va avec la perspective de carrière. On a également la capacité à être intéressé aux fruits de l'entreprise et sur la longue durée. Donc notre raisonnement, en fait, alors en cela, on est peut-être un peu à contre-courant, on continue à le construire sur la durée. C'est-à-dire qu'on va chercher des collaborateurs, on leur propose, on tâche de bien leur expliquer tout ce qu'on peut leur proposer en se projetant dans la durée. Alors peut-être qu'ils ne resteront pas aussi longtemps qu'ils le restaient dans le passé, et là c'est aussi un shift mental, mais c'est pas grave. Il faut qu'on soit beaucoup plus attentif à leurs besoins, et pas seulement finalement dans un métier très opérationnel où les marges sont faibles.
on a tendance à regarder vraiment directement le besoin de la production. Non, il faut aussi qu'on soit capable de regarder le besoin, les attentes personnalisées des collaborateurs. Ça, c'est une vraie, d'ailleurs, c'est une vraie difficulté, cet équilibre entre esprit collectif, où on est plutôt bien, c'est quelque chose de fort chez nous, et également personnalisation. Je ne dis pas individualisation, je dis personnalisation. C'est être capable, toujours même dans une équipe, de coller, d'être capable de prendre en compte le besoin de telle ou telle personne, par exemple, encore une fois, sur les rythmes de travail. Et quand vous êtes dans le transport au froid sur des denrées périssables, je peux vous dire que c'est un exercice de haute volée. Sylvain, vous aussi, vous avez essayé d'être créatif. Est-ce que vous pouvez nous illustrer quelques exemples que vous avez mis en place ? On a effectivement la particularité d'être un groupe provincial. On est présent à notre siège social est à Saint-Malo. Du coup, on a la double difficulté d'attirer des talents qui parfois ne sont pas dans notre secteur géographique et de faire venir un certain nombre de personnes dans une petite ville de province. Donc on a beaucoup travaillé autour de la qualité de vie au travail avec des bureaux qui ont été adaptés, qui changent encore. On investit beaucoup sur la qualité de vie au quotidien. Évidemment, on a mis en place de l'hybridation au niveau du travail avec du télétravail, mais en province, c'est sans doute une différence avec Paris, puisqu'on a aussi un siège parisien. On voit la différence des collaborateurs qui sont beaucoup plus présents, en tout cas, qui ont plus de présentiel sur Saint-Malo. Donc on fait très attention aux qualités de la qualité de vie au travail, notamment des locaux dans lesquels nos collaborateurs travaillent. On a mis en place un certain nombre de choses aussi pour accompagner le conjoint. Quand on fait un recrutement, souvent ce sont des gens qui viennent d'assez loin, et donc on a créé un dispositif qui s'appelle Un job pour mon conjoint, où systématiquement en amont de l'arrivée du collaborateur, on accompagne le conjoint avec un réseau d'une 60aine d'entreprises. L'ensemble des entreprises du bassin en fait, sont sollicitées pour pouvoir accueillir le conjoint et donc avoir un vrai projet familial complet et qui permet de s'assurer que le collaborateur sera dans les meilleures conditions pour pouvoir nous rejoindre. On n'hésite pas à ouvrir l'entreprise. Il est facile de venir chez nous, visiter l'entreprise, voir comment on fonctionne. Et je pense que c'est quelque chose qui est très important dans la projection que va avoir le collaborateur pour venir nous voir. Aujourd'hui, on est dans un rapport qui s'est équilibré avec un collaborateur qui choisit de venir nous rejoindre, qui ne subit pas forcément comme par le passé. Et donc, du coup, ça fait partie des éléments où vous achetez une maison, vous la visitez, quand les gens viennent chez nous, ils peuvent s'intégrer, passer 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures pour comprendre les métiers, voir comment ils peuvent se projeter. Et ça, c'est à tout niveau de poste. Voilà, on a aussi beaucoup travaillé notre image employeur en étant un peu disruptif. On a recruté il n'y a pas très longtemps sur la plage, puisqu'on a la chance d'avoir la mer à Saint-Malo. Et donc, c'était doigt de pied en éventail dans le sable pour aussi mettre en avant la qualité de vie qui est la nôtre. Vous avez l'opportunité d'avoir une très belle carrière, des beaux parcours avec de très beaux métiers dans un contexte de vie qui est très privilégié. Et les dernières années nous ont démontré que les candidats étaient très attentifs à ce volet-là. Donc voilà, on essaye de faire connaître notre entreprise différemment, tout en apportant plus grand soin aux besoins qui sont changeants des candidats. Les candidats n'attendent pas tout à fait la même chose d'une entreprise que par le passé. Je suis d'accord, je vous rejoins sur le fait que sans doute des gens qui feront 20 ou 25 ans de carrière dans la même entreprise, il y en aura encore, mais il y en aura beaucoup moins. Et donc pendant le temps où les collaborateurs sont chez nous, il faut qu'on fasse en sorte que ça se passe le mieux possible. Alors Sophie, dernière petite question en mode un petit peu conclusion. Au titre de l'engagement des collaborateurs, vous l'avez un petit peu évoqué, qu'est-ce que vous mettez en place particulièrement et surtout comment vous le mesurez ? Alors, effectivement, je pars du principe qu'on n'améliore bien que ce qu'on peut mesurer. Et donc, se dire finalement, on fait beaucoup d'actions, je rejoins mes collègues, pour permettre d'attirer les talents et surtout de les garder chez nous. C'est ce qui nous semble important. Donc, on a beaucoup travaillé l'expérience collaborateur et se dire finalement, est-ce que ce qu'on fait correspond bien à leurs attentes ? Et donc, pour mesurer l'engagement, on fait tous les 2 ans une enquête de satisfaction de nos collaborateurs, qui est l'enquête Great Place to Work, qui en fait nous permet, alors évidemment si on l'obtient, on est vraiment ravis, on est très fiers. La première année on ne l'a pas eu, on l'a eu il y a 2 ans.
pleine crise sanitaire en 2020, et on l'a refait là, au mois de juin, parce qu'on se dit que finalement, c'est important, au-delà du label de la certification, on recueille énormément de verbatim et on prend le pouls de l'entreprise sur pas mal d'enjeux RH, et de se dire qu'est-ce que l'on a mis en œuvre qui fonctionne bien. Et je tiens à le dire que c'est pas qu'un sujet RH, hein, donc on embarque tous les managers de l'entreprise, les collaborateurs, on a mis beaucoup de choses en place. Donc est-ce que c'est bien perçu? Est-ce qu'on s'est amélioré? Sur quels items? Qu'est-ce qui nous reste à faire? Et donc voilà, je pense qu'il faut avoir ce discours de vérité et de transparence, et puis se dire on mesure, et puis on ajuste. Donc ça s'intègre dans un dispositif d'amélioration continue pour améliorer encore l'expérience collaborateur chez Nexity. Jean-Yves, vous avez évoqué le profil des managers. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus dans cette logique de guerre des talents? Oui, c'est... On a beaucoup, ce que je disais tout à l'heure, c'est que finalement le rapport s'est inversé, et ça nous a demandé de travailler sur nos références internes. En fait, le point de départ, c'est que la notion de talent, elle est surtout pas élitiste. C'est que, alors ça peut paraître un peu grandiloquent ce que je vais dire, mais en tout cas dans un métier qui est un vrai ascenseur social, on ne peut pas se contenter de regarder uniquement les cadres, les jeunes diplômés ou autres. Vraiment, les talents, c'est toutes les fonctions, et pas seulement, encore une fois, le haut de la pyramide. Et de ce point de vue-là, ça veut dire qu'à tous les niveaux de management, il faut que, alors je n'aime pas les injonctions, mais que la posture, d'une certaine manière, la posture du manager soit infiniment plus... Elle est évidemment orientée vers son client. On ne vit pas sans notre client. Simplement, l'effet de levier sur la performance du client, elle va être dans les équipes. Et ça va passer par une attention, je parlais tout à l'heure de l'attention, une attention infiniment plus importante que ce qu'on a pu avoir jusque-là. On a eu des attentions souvent assez collectives. Il va falloir garder cette attention collective parce qu'elle donne du sens. Il va falloir y mettre une dose forte de personnalisation et d'être capable du coup d'être beaucoup plus flexible dans un métier qui l'est déjà beaucoup, mais on était déjà flexible pour le client. Il va falloir qu'on soit flexible à l'intérieur de nos équipes avec peut-être des rythmes différents dans les équipes. Ça c'est pas ça, et ça c'est un gros challenge, mais on l'adresse à partir de cette année. C'est vraiment une de nos priorités. Sylvain, le mot de la fin. Est-ce que c'est conjoncturel, tout ce qu'on vient d'évoquer pour vous, ou est-ce que ça va durer? Non, je pense qu'on est sur une lame de fond, on est sur quelque chose qui va durer. Les décisions qu'on prend aujourd'hui sont assez structurantes pour le développement de nos entreprises demain. On voit bien que, et tant mieux, le marché du travail est tendu, que globalement on a un rapport à l'entreprise qui a changé au niveau des candidats, et que c'est aux entreprises de s'adapter, de faire preuve d'agilité, je rejoins ce que disait mon collègue, pour faire en sorte qu'on puisse répondre à la demande et aux besoins de nos collaborateurs, tout en gardant en toile de fond le développement de l'entreprise et le bien-être de l'entreprise. Donc ça nécessite beaucoup d'agilité. Je crois que évidemment les DRH ou les équipes RH sont en première ligne, mais elles ne doivent pas être seules sur ce sujet-là. Le management, l'ensemble des composantes de l'entreprise doivent prendre leur part sur ce sujet, parce que aujourd'hui ça a beaucoup bougé sur ces 2, 3, 4 dernières années, ça risque encore de bouger beaucoup sur les 2, 3 prochaines années, et il est nécessaire qu'on fasse preuve de beaucoup d'adaptabilité pour répondre aux besoins. Bien, écoutez, un grand merci à tous les trois pour ce regard croisé. Et comme je le dis toujours, ce qui me passionne, c'est que quand on vous entend parler, vous parlez business. Voilà, un DRH aujourd'hui, c'est un homme de business. Et je crois que c'est la plus belle chose qu'on peut vous donner. Et beaucoup de courage pour cette lutte de la guerre des talents. Merci à tous les trois.